La commission reprend ses travaux. Sans plus tarder, je souhaite la bienvenue à l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec. Je vous invite à vous présenter et je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés de l'Assemblée nationale et Mesdames et Messieurs les auditeurs, au nom de l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec, je vous remercie de nous donner l'occasion d'exprimer notre point de vue. Fondée en 2012, Amal Québec est une association citoyenne et plurielle. Elle regroupe des Québécoises et des Québécois d'origine arabe et ou musulmane, ou n'appartenant à aucune de ces composantes, incluant des personnes pratiquantes, non pratiquantes, juives, chrétiennes, agnostiques ou athées. Amal Québec souhaite contribuer constructivement au débat sur les thèmes de la laïcité et des discriminations, de la visibilité religieuse et de la contribution interethnique du vivre ensemble au Québec à travers ses positions. Amal Québec souhaite s'affirmer non pas en suscitant la polarisation, la division ou l'accusation, mais plutôt en imposant comme une association rassembleuse tournée vers le dialogue. Elle entend mener la lutte à travers la démystification des confusions et l'élimination des amalgames et des stéréotypes. Amal Québec sera représenté aujourd'hui par deux de ses membres, M. Haroun Bouazi et moi-même, Mohamed Hachem. Dans un premier temps, nous tenons à saluer la volonté du gouvernement de légiférer sur les discours haineux et incitant à la violence. Nous remercions cette commission de nous donner la possibilité de nous exprimer sur ce sujet. Comme les délais pour analyser la loi étaient courts, nous allons principalement nous prononcer sur la partie 1 du projet de la loi 59. Dans notre présentation, nous reviendrons d'abord sur les raisons qui nous motivent pour appuyer une loi contre la haine, puis nous présenterons nos recommandations. Pourquoi légiférer contre la haine ? Dans une société où circulent des discours haineux contre les femmes, les homosexuels, les musulmans, les noirs ou les juifs, il paraît essentiel de promulguer une loi afin de protéger les groupes vulnérables. Nous identifions deux raisons principales qui nous poussent à appuyer une telle loi. La lutte contre la discrimination systémique ainsi que la lutte contre les extrémismes violents. Dans la société actuelle, on peut aisément se sentir démuni face à la discrimination systémique qui est bien plus répandue et diffuse que la discrimination personnelle. Or, il peut exister des liens entre discrimination systémique et les discours haineux. Il est évident que la banalisation de l'appel à la haine, de la diabolisation, de la déshumanisation de certains groupes a pour effet d'accentuer les attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients. Ainsi, il est urgent de promulguer une loi contre les discours haineux qui sera un outil puissant dans la lutte contre la discrimination institutionnelle. Une loi contre les discours haineux participerait aussi à contrer les diverses formes d'extrémisme violent. D'abord d'une manière directe, puisque les groupes d'extrême droite se développent dans un environnement social où la haine colore les discours, mais aussi de manière indirecte, car l'exclusion, la haine et l'islamophobie conduisent certaines personnes issues des groupes discriminés vers une autre forme d'extrémisme et de violence. Ceci étant dit, les discours haineux est, à vrai dire, un symptôme, et nous y reviendrons plus tard. Il faut de concert avec cette loi que le gouvernement travaille sur le volet de prévention pour contrer efficacement le phénomène. Donc, nos revendications. En premier lieu, il nous semble important de s'assurer de bien définir ce qu'est un discours haineux, ou plus fondamentalement, ce qu'est la haine. Il est important que l'application de cette loi restreigne à son strict minimum la subjectivité de l'interdiction légale. Pour ce faire, nous retenons la définition établie dans le jugement de la Cour suprême du Canada, Saskatchewan Human Rights Commission Wascott. Ce jugement établit 3 critères principaux. Premièrement, les tribunaux n'ont pas à juger de l'émotion exceptionnellement forte et profonde de la personne qui tient les propos haineux. La question à laquelle le tribunal est appelé à répondre est de savoir si une personne raisonnable, informée du contexte et des circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus, estimerait que ces derniers exposeraient le groupe protégé à la haine. Deuxièmement, les termes haine et mépris n'équivalent pas à détestation ni diffamation. Ainsi sont écartés du jugement les propos pourtant répugnants ou offensants.
Sont retenus ceux qui incitent clairement à l'exécration, au dénigrement, au rejet et qui risquent d'entraîner la discrimination et d'autres effets préjudiciables. Enfin, comme le caractère répugnant des idées exprimées ne suffit pas à lui seul pour justifier d'en restreindre l'expression, on doit comprendre que l'interdiction des propos haineux ne vise pas à censurer les idées ou à forcer quiconque à penser correctement. Dans cette perspective, nous estimons que les tribunaux administratifs doivent axer leur analyse sur les effets que produisent les propos en cause. Ces derniers sont-ils susceptibles d'exposer la personne ou le groupe ciblé à la haine d'autres personnes ? Dans le respect des principes énoncés, le tribunal des droits de la personne jugera s'il est raisonnable ou non de limiter, dans certains cas, la liberté d'expression ou la liberté de religion pour garantir d'autres droits fondamentaux tels que le droit à l'égalité. Dans ce cadre, il est néanmoins important d'éviter les excès. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas appel à la haine, il faut réaffirmer que dans notre société, on protège la liberté de critiquer les idées politiques, une pratique religieuse ou une orientation sexuelle. La liberté d'expression est une des conditions permettant le débat public, qui est un des piliers d'une démocratie. Il est donc important de maintenir la liberté de débattre sans tabou, y compris de débattre de la possibilité de limiter un droit fondamental d'un groupe vulnérable. La liberté artistique et la liberté de création méritent aussi une attention particulière et doivent être préservées. Le projet de loi attribue à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse plusieurs prérogatives importantes. Dans un souci de transparence, nous recommandons que le refus de donner suite à une plainte soit soumis à l'obligation par la Commission d'en signifier les raisons au plaignant. Ne pas afficher la liste des contrevenants sur Internet. Dans notre société, l'information publique circule rapidement et le stockage de données est virtuellement infini. Il importe de réfléchir sur le fait que les personnes dont les noms apparaissent sur la liste pour une certaine durée y seront en fait exposées de façon permanente. L'article 11.1, personne ou groupe de personnes. L'article 11.1 projeté de la Charte québécoise réfère uniquement à une personne, alors que les articles 1 et 2 de la loi sur les discours haineux réfèrent plutôt à un groupe de personnes. La personne faisant partie du groupe de personnes visées par les discours haineux définis dans le projet de loi peut-elle prétendre subir une discrimination au terme des articles 11.1 de la Charte québécoise ? L'article 11.1 tel que formulé semble suggérer que le discours devrait être tenu à l'égard d'une personne, alors que le projet de loi indique que ce discours puisse contrevenir à la loi du fait qu'il vise un groupe de personnes. Ne faut-il pas que l'on dise dans 11.1 à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes ? Ceci étant dit, nous présumons qu'il y a sûrement une explication permettant de bien réconcilier le projet de l'article 11.1 et la charte et les articles 1 et 2 du projet de loi qui ne nécessiteraient pas une telle phrasologie. La lutte contre la haine ne se limite pas aux pratiques juridiques. La loi 59 prévoit que la Commission soit en charge d'assurer un rôle de prévention et d'éducation en matière de lutte contre les discours haineux et ceux incitant à la violence. Ceci est d'ailleurs cohérent avec le plan d'action gouvernemental de lutte contre la radicalisation. Dans ce contexte, le gouvernement prévoyait déjà de donner à la Commission 2 responsabilités importantes définies par les mesures 2.1.3 et 4.3. Donc, documenter et analyser les actes haineux et xénophobes, c'est la mesure 2.1.3 prévue en application à partir de l'hiver 2016, ainsi que la mesure 4.3 qui est déployer les activités d'éducation aux droits et libertés de la personne et aux valeurs démocratiques qui devraient débuter en automne 2015, soit dans quelques semaines. Le gouvernement semble être conscient de l'urgence de la situation. Nous espérons donc qu'il mettra en route les activités éducatives comme prévu dès l'automne 2015, sans attendre l'adoption de la loi. Le rôle de la Commission est essentiel dans la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence. Pour qu'elle puisse mener à bien ses nouvelles responsabilités et jouer pleinement ce rôle, il est impératif que la Commission obtienne une augmentation substantielle de ses ressources humaines et budgétaires. Nous vous remercions pour l'attention que vous nous avez accordée et sommes à votre disposition pour répondre à toutes questions. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Là, nous sommes rendus à la période d'échange avec nos invités, en débutant par le groupe parlementaire formant le gouvernement. Madame la ministre, vous avez 25 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, messieurs, merci beaucoup de votre participation à nos travaux.
Et merci aussi des commentaires qui sont formulés, des recommandations, suggestions et bonifications. Il est toujours, je pense que notre processus nous permet justement d'aller chercher et de soulever les éléments qui pourraient être bonifiés. J'aimerais, dans cette veine-là, vous entendre sur la question des définitions. Donc, on a entendu certains groupes qui vous ont précédé cet après-midi nous ont mentionné effectivement que certains termes mériteraient d'être précisés à l'intérieur du projet de loi. Et vous soulignez que de ces termes, discours haineux devrait être davantage défini par le projet de loi. Je comprends que les critères établis dans Watcott sont quand même substantiels. Il pourrait être un peu lourd d'inclure dans le texte législatif les extraits, les 3 critères de l'affaire Watcott. Par contre, évidemment, ces critères-là nous ont guidés dans l'élaboration du projet de loi. Est-ce qu'il y aurait d'autres définitions ou d'autres éléments en sus des critères établis par Watcott qui devraient être considérés si nous devions aller et préciser davantage le terme discours haineux? Monsieur Boisy. Évidemment, nous ne sommes pas une association de juristes, c'est loin de nous l'idée de penser qu'on est capable de jouer ce rôle-là. Ayant dit ça, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a évidemment, dans certains moments, il faut trancher entre plusieurs droits fondamentaux dans notre société. Il y a aujourd'hui un problème profond par rapport à des questions de discrimination systémique. Et les outils qui s'offrent à nous pour contrer ce genre de problème ne sont pas très nombreux. On comprend que la Cour suprême, d'ailleurs, a statué que la lutte contre l'appel à la haine n'a pas pour objectif, a comme principal objectif, en fait, de pouvoir permettre le droit à l'égalité, qui est aussi un droit fondamental, dans le sens où ça lutte justement contre les inégalités systémiques qu'on peut avoir dans notre système. Ayant dit ça, évidemment, il y a aujourd'hui une certaine liberté dans notre société qu'on chérit beaucoup. On a donné, par exemple, l'exemple de limiter, de débattre du droit à limiter des droits fondamentaux à des groupes. On pense que c'est un exemple assez intéressant. On peut avoir dans notre société des groupes qui luttent contre le mariage gay, des groupes qui luttent pour absolument mettre à la porte un médecin qui a une kippa sur la tête, ou des groupes qui luttent contre le droit à l'avortement. Nous, on considère que les homosexuels ont droit à l'égalité et droit à vivre l'amour dans le cadre d'un mariage, que les femmes ont le droit à leur intégrité physique et à leur choix d'utiliser les moyens de contraception ou l'avortement si elles veulent, et qu'un enseignant ou un médecin a le droit d'avoir la liberté de conscience et de continuer à enseigner et être professionnel. Mais on ne pense pas qu'on devrait éviter ce genre de voix dans notre société qui permettent un débat sain très souvent dans notre société. Là où on pense qu'il n'y a plus de doute, et je pense que c'est là où qui se passe, c'est-à-dire qu'évidemment la ligne est très mince, mais si on va sur des réseaux sociaux, dans des associations connues qui ont pignon sur rue, ou en tout cas qui existent en tant que telles, quand on voit que un commentaire sur 2 à peu près traite, disons pour les cas islamophobes qu'on connaît bien, les musulmans de rats, de coquerelles, etc. On n'est pas dans le débat d'idées, on est dans la déshumanisation la plus totale. C'est des animaux qui sont non seulement pas des humains, mais c'est le genre d'animaux qu'on a le droit d'exterminer, et on est aujourd'hui démunis devant cette haine qui n'est pas donc personnifiée. C'est une haine générale où on parle des musulmans en général, et on pense que dans ces cas-là particulièrement, il n'y a pas de zone grise, et ce n'est pas un délit d'opinion qu'on a pu entendre aujourd'hui, mais c'est plutôt une parole haineuse qui ne devrait pas avoir pignon sur rue et être acceptée dans nos sociétés. Madame la ministre.
Donc, vous me devancez dans mes questions parce que, justement, un peu plus tôt, vous avez sans doute entendu les propos de Maître Latour, de Maître Gray, qui nous mettaient en garde parce que, à leur avis, ce projet de loi-là n'est pas utile, n'est pas nécessaire, qu'il n'existe pas de situation actuellement nécessitant une intervention de l'État. Par contre, c'est pas l'avis. Évidemment, c'est pas notre avis, mais vous faites partie de ceux et celles qui ont demandé que le gouvernement pose des gestes pour venir mettre un terme à cette discrimination systémique qui va beaucoup plus loin que le simple opinion dissidente ou l'expression d'une idée qui n'est pas politically correct, mais bien qui est l'expression d'une haine et d'une violence, bien souvent, dans les propos, qui n'a tout simplement pas sa place dans une société démocratique. On a été plutôt étonnés, d'ailleurs, des différents points. Monsieur Gray est cohérent. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la liberté d'expression, quelle que soit. Donc autant pour des extrémistes religieux que pour des néo-nazis, etc. Il y a une cohérence totale là-dedans. Et entre autres, aussi dans le fait qu'il est pour la liberté d'expression religieuse. Donc on comprend idéologiquement, nous on n'est pas d'accord avec ça, on pense qu'il y a des limites, il n'y a aucun droit fondamental qui devrait être comme ça immuable, il y a le droit effectivement à l'égalité qui a toute sa place dans notre société, surtout quand on sait qu'il y a des groupes effectivement vulnérables, donc les homosexuels, les juifs, les noirs, les musulmans, les arabes, etc., qui sont des groupes aujourd'hui qui souffrent dans notre société. On veut et nous on espère que notre société ne va pas avoir des couches sociales par exemple qui sont définies par la pigmentation de la peau. On pense que c'est important que tous les citoyens aient le droit à avoir les chances égales sans avoir comme ça. Mais je dois avouer, dans le cas de Madame Latour, il y a beaucoup de contradictions parce que elle, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est un problème imaginaire. Nous, on reste quand même bouche bée quand on voit que dans notre société, il y a des gens qui nous expliquent à quel point faut décriminaliser le viol à la maison. On a eu un blogueur dernièrement qui est venu. On a aussi des rappeurs qui viennent aussi nous parler de culture du viol. Et on a une islamophobie, pour ne pas la voir, dans les réseaux sociaux. Faut quand même... on a du mal à comprendre qu'est-ce qui est imaginaire dans le fait qu'il y a des milliers de commentaires par jour au Québec sur certaines pages bien particulières, des pages qui sont plus suivies que tous les députés qui sont ici autour de la table dans les médias sociaux, où on traite les minorités musulmanes particulièrement, nommant les choses comme elles sont, comme des sous-hommes, des gens qui n'ont aucun droit, n'est même pas à la citoyenneté, mais au fait d'être des êtres humains respectés. Donc on ne comprend pas, donc, d'un côté, comment on peut imaginer que ce problème est imaginaire. D'un autre côté, Madame Latour elle-même a milité très très fort pour pouvoir restreindre une des libertés d'expression qui est la liberté religieuse, ou même un morceau de tissu sur la tête, donc un médecin qui porte une kippa, est pour elle un danger à sa propre liberté de croyance. Donc on voit mal comment est-ce que une parole qui traite les homosexuels, disons, de rats ou de coquerelles serait correcte, ferait partie de la liberté d'expression, alors qu'un médecin qui porte une kippa ne fait plus partie de la liberté d'expression. Donc, je vous avouerai que, personnellement, nous avons un peu de mal à comprendre la cohérence de Madame Latour particulièrement, parce que, comme j'ai dit, Monsieur Gray, au moins, est tout à fait cohérent dans ces questions-là. Madame la ministre. Vous avez soulevé dans votre mémoire une préoccupation quant à l'article 11 et l'article 11.1. Évidemment, la Charte actuellement vise clairement les personnes. L'objectif du projet de loi, c'est d'ouvrir cette protection aux groupes qui aux groupes qui ne sont pas actuellement protégés au niveau individuel. Et l'objectif vise aussi à protéger les groupes contre un discours haineux et un discours qui incite à la violence.
D'où l'expression. Maintenant, je comprends, vous soulevez une préoccupation peut-être au niveau de la forme, la rédaction de l'article, alors c'est noté, mais... Tort, parce qu'on ne maîtrise pas ces questions-là. On a juste été étonné de voir que clairement on parlait de groupe de personnes, alors que dans la modification à la charte, on parlait clairement de 2 personnes. Mais on n'ose pas penser qu'on a raison. L'objectif est d'ajouter cette protection au groupe de personnes, de sorte qu'un discours qui vise un groupe et non seulement un individu puisse faire l'objet d'une évaluation par la Commission des droits de la personne et par la suite, le cas échéant, d'une intervention du tribunal. Donc, ce ne sera pas que le discours haineux qui vise un individu, mais bien un groupe de personnes qui se distingue par un motif prévu à l'article 10. Alors, c'est ce qui est prévu. Et évidemment, l'objectif du projet de loi, et vous avez aussi, vous l'avez réitéré, ce n'est pas de censurer le discours public. L'objectif n'est pas d'établir une censure, mais c'est bien de mettre un frein à l'inacceptable. Comme je l'ai mentionné, nos libertés, à quelque part, s'arrêtent là où la liberté de l'autre commence. Et il est tout à fait inacceptable d'avoir dans notre espace public un discours qui inciterait quelqu'un à commettre un acte de violence à l'égard d'un autre en raison de sa différence. Parce que notre diversité, elle enrichit le Québec. Et l'ensemble de notre diversité enrichit le Québec. En tout cas, moi, j'y crois bien gros, j'y crois bien fort. Et je crois aussi à la liberté d'expression, mais je pense qu'il y a cet espace parfois, malheureusement, qui est traversé et qui est tout à fait inacceptable dans une société libre et démocratique. Appeler à la haine, appeler des tiers à la haine en raison de la différence d'une personne ou d'un groupe de personnes, c'est inacceptable. Je reviens parce que nous avons eu des échanges sur la création d'une liste. Donc, l'objectif visé était un objectif de sensibilisation, d'éducation. Je comprends que vous questionnez cette réalité-là et vous questionnez aussi, bien qu'il y ait un terme à garder ou à maintenir le nom d'une personne sur la liste, vous nous sensibilisez au fait que le contenu qui est disponible en ligne peut, ne serait-ce que par une capture d'écran, demeurer d'une façon indéterminée. Et ça aussi, je vous entends sur cette question-là parce qu'on me faisait remarquer qu'effectivement, des captures d'écran, ça peut revenir une fois le terme passé. Mais l'objectif, c'était vraiment c'était une question de sensibilisation, notamment si un parent qui est préoccupé par les fréquentations de ces jeunes pourrait voir par la consultation de la liste si les fréquentations en question sont des gens qui auraient pu tenir des propos haineux et pourrait à ce moment-là peut-être intervenir. Lorsqu'on parle du plan de lutte à la radicalisation, il y a aussi la possibilité de la sensibilisation, l'éducation, mais cet outil-là permet cet objectif d'éducation, de sensibilisation et aussi d'intervention aux besoins. Maintenant, je comprends votre préoccupation quant aux technologies et à la possibilité de maintenir un nom sur une liste pour une période indéfinie. Comment pouvons-nous trouver un juste milieu entre notre volonté de publicité, au-delà de la publication du jugement, de faire connaître ceux et celles qui auraient tenu de tels propos, sans pour autant, et je le comprends, aller au-delà de ce qui peut être raisonnable? Écoutez, nous on a peur d'un point particulier. On imagine quelqu'un, un jeune, je sais pas moi, qui a 18 ans, qui se rase la tête et qui décide de rentrer dans des groupes néo-nazis.
qui tient des propos absolument inacceptables sur les homosexuels ou sur les juifs ou je sais pas, se retrouve à juste titre condamné parce qu'il a beaucoup de gens qui l'écoutent, etc. Imaginons. Et 20 ans plus tard, alors que la personne est totalement rentrée dans un système acceptable, sortie totalement de cette jeunesse où il a un peu erré, se retrouve toujours dans une souffrance, un peu d'ailleurs comme ce que disait M. Gray, où à chaque demande d'emploi, il se retrouve à exister dans une liste sur un autre site parallèle qui est géré à l'extérieur du Québec et auquel on ne peut pas grand-chose. Donc cette situation-là où on ne voudrait pas que la justice devienne vengeance. On voudrait vraiment, ce qu'on comprend, c'est qu'un des objectifs, c'est de protéger les groupes vulnérables et pas spécialement de punir, mais en fait d'éviter que ça continue. On comprend aussi que la Commission espérait qu'il y ait un côté de prévention, ne serait-ce que dans le fait que les gens ne veulent pas se retrouver dans une situation comme celle-là. Mais l'objectif devrait vraiment pas, en fait, la punition est un mal nécessaire si on veut, mais l'objectif serait vraiment que l'incitation à la haine cesse dans des cas bien particuliers. Donc, pour vous, vous êtes très préoccupé par la stigmatisation qui pourrait résulter de la mise en place de la liste. Une stigmatisation qui pourrait aller au-delà des objectifs. Oui, très préoccupé est un mot un peu fort, là. On voulait attirer votre attention sur le fait que si on compte sur le côté temporaire de la liste, on ne pense pas que c'est raisonnable de penser qu'on va y arriver. Je vous avouerai, moi je ne suis pas juriste, je suis informaticien, fait que c'est quelque chose qui m'a tout de suite interpellé, mais au-delà de ça, on pense que aujourd'hui, on pense qu'on serait plutôt préoccupé qu'on nie le problème de l'appel à la haine dans notre société. On espère aussi que la Commission sera capable de faire de la prévention. Si on a une préoccupation, ça serait vraiment un de nos derniers points qui rejoint d'ailleurs le document de lutte contre la radicalisation, où il faut qu'on fasse de l'éducation au niveau de la jeunesse par rapport à qu'est-ce que la discrimination, qu'est-ce que juste enseigner la Charte des droits et libertés à nos jeunes Québécois, ce qui aujourd'hui n'est pas clairement fait d'une manière explicite, au-delà de la valorisation de la différence, vraiment expliquer que discriminer sur la base de l'orientation sexuelle ou de la couleur de la religion n'est pas acceptable par rapport à nos lois et qu'on a un pacte citoyen qui nous unit ici au Québec, qui est la Charte des droits et libertés, qu'on a un pacte qui fait qu'en sorte qu'on n'a pas le droit de juger les gens sur un des 14 critères discriminatoires qui sont décrits dans la Charte. Et là, on pense qu'il y a un travail à faire réellement là. Et ce qu'on comprend, c'est que dans quelques semaines, la Commission est censée commencer ses exercices d'éducation au niveau scolaire. Et donc, on espère que ça va commencer à être mis en place au plus tôt. Certains viendront nous indiquer que le projet de loi pourrait contribuer à stigmatiser des groupes ou stigmatiser des communautés ethniques. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Non, on ne pense pas. Les personnes qui sont attaquées sont des personnes, ce n'est pas un groupe. D'ailleurs, il serait temps d'arrêter de généraliser à chaque fois que je ne sais pas moi, qu'un musulman se fasse arrêter, qu'on pense que les musulmans sont, qu'un homosexuel se retrouve à, je ne sais pas moi, à consommer des drogues dures sur un comptoir, qu'on dise les homosexuels c'est droguer. Bon, la personne qui se fait arrêter pour de la drogue, elle s'est fait arrêter pour de la drogue et c'est son problème, c'est pas une question de groupe. Et nous, on pense pas du tout que le problème se pose. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des problèmes qui vont se poser plus larges. En tant que société, il va falloir qu'on réfléchisse où sont les limites de la liberté religieuse, quel est un discours qui est acceptable par un groupe et les conséquences d'un certain discours, parce que si on revient encore une fois à ce qui a été dit dans la décision de la Cour suprême, la question, c'est surtout une question de conséquences. Donc, on peut très bien tenir des propos qui sont, quand on les dit avec énormément de haine, mais s'il n'y a aucune conséquence, c'est pas ces propos-là qui sont un peu comme la diffamation. D'ailleurs, la diffamation rentre dans le même cadre, c'est-à-dire que
Le problème de la diffamation n'est pas seulement, d'ailleurs, n'est pas qu'on peut très bien tenir des propos diffamatoires qui sont vrais. La question, c'est est-ce qu'on a voulu nuire à la réputation de quelqu'un et est-ce qu'on y est arrivé? C'est pas seulement est-ce qu'on a, bon, quel est l'auditoire, à quel point est-ce que ça a été relayé, etc. Et quel est l'objectif derrière donc la diffamation. L'appel à la haine, c'est un peu le même style, c'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'on est réellement en train d'exposer une minorité vulnérable à la haine des autres personnes, qu'ils soient homosexuels, musulmans, juifs ou noirs. Et on pense que suivant les périodes dans notre société, il y a des groupes qui sont plus vulnérables que d'autres, et on pense que la parole haineuse, quelles que soient les périodes, ne sont pas acceptables. Madame la ministre. Je reviens avec la nécessité d'intervenir. Est-ce que vous avez pu constater dans la société, bon, vous avez mentionné certains exemples, mais cette tendance, malheureusement, qu'ont certains individus à porter un discours extrêmement agressif, voire haineux, à l'égard de groupes, on le voit, il se profile depuis combien de temps? Est-ce que ça a toujours été aussi présent? Est-ce que ça s'est immiscé tranquillement de façon insidieuse? Ou comment? Parce que je sais que vous vous intéressez à la question depuis quand même un certain temps. Donc, il y a des constats des chercheurs. Malheureusement, il n'y a pas énormément de chiffres par rapport à ça. On a les chiffres d'actes haineux qui ont été déclarés à la police, par exemple. Et on sait qu'au Canada, il y a eu une diminution des actes haineux l'année dernière de 22% en moyenne. Et pour les musulmans, une augmentation de 44%. Et malgré cette augmentation-là, il y a une baisse de 22%. Donc, on peut comprendre que les autres ont baissé plus, et tant mieux pour les autres, hein, mais on espère qu'il n'y aura plus jamais d'actes haineux contre qui que ce soit. Mais il y a une réalité, c'est que, en gros, depuis le 11 septembre, donc ça fait déjà longtemps, moi je me souviens avoir lu un sondage qui expliquait que l'opinion sur les Arabes, je pense que c'était en 2010 et en 2003 où il y avait une opinion neutre. En fait, les gens ils n'avaient pas vraiment d'opinion sur les Arabes en 2010 et en 2003 on se retrouvait avec déjà des taux négatifs, si on veut, d'appréciation négative, alors qu'il ne s'est pas passé grand chose pour la personne qui le vit. Là, elle va au travail, elle n'a pas changé rien dans sa vie. Donc il y a une réalité. Le débat qu'on a eu en 2007 avec Hérouville, etc., n'a pas aidé. Surmédiatiser des cas en les faisant passer pour des accommodements raisonnables alors qu'ils ne le sont pas. Faire en sorte qu'on focalise sur des minorités particulièrement, etc., n'ont pas aidé. Et le fait qu'il y ait des partis politiques qui ont décidé de mener campagne en parlant justement qu'on va s'affirmer, nous, etc., n'ont pas aidé, parce que les partis politiques sont garants d'une certaine morale publique, et en stigmatisant, en expliquant qu'il y a un cinquième pilier, un problème, etc. Et on pense que l'apogée de tout ça a été vraiment le débat sur la charte, qui a été très malheureusement très violent. Là, on n'est plus au niveau d'un parti politique, mais on est au niveau de l'État, du gouvernement. Et le fait de débattre comme ça, beaucoup, pendant très longtemps, d'enlever des droits fondamentaux à une minorité religieuse, ou plusieurs, donc les juifs et les musulmans principalement, n'a pas aidé. On a vu une prolifération de pages Facebook avec des milliers de fans. Comme j'ai dit, ils ont beaucoup plus de fans sur leur page que la somme de tous les députés qui sont ici autour de la table. C'est vraiment, c'est grave. Chaque post peut être partagé 150 fois, 200 fois, 300 fois. Alors qu'en pleine campagne électorale, on va sur la page du Parti conservateur au fédéral, par exemple, et ils seraient très heureux d'avoir 300 partages d'un post qui parle du Premier ministre actuel. La situation est vraiment difficile, on pense, et ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Bon. Aujourd'hui, c'est un Far West. Les médias sociaux, Internet, c'est un véritable Far West. Et on est heureux qu'on apporte une certaine législation qui puisse enfin prendre compte d'une nouvelle réalité qui est celle-là. Il y a aussi d'autres réalités, hein. Il y a des radios, d'ailleurs ici, à la capitale, qui tiennent des propos qui sont très déshumanisants des fois
pour certaines minorités. Donc c'est à la justice d'essayer de voir est-ce que ça a des conséquences, est-ce que ça peut avoir, et c'est vraiment ça, encore une fois, ce qui est important. Ce n'est pas seulement les propos, mais surtout les conséquences que ça peut avoir sur les personnes. Merci, Madame la ministre. Monsieur Boisy, le temps accordé au groupe parlementaire formant le gouvernement étant écoulé, je cède maintenant la parole à la députée de Taschereau, représentante de l'opposition officielle, et je vous rappelle que vous avez 15 minutes à partir de maintenant. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Boisy. Bonjour, Monsieur Hachem. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je vous remercie de votre éclairage, entre autres, sur la liste. Je n'avais pas pensé à ça, en plus. Déjà que je me questionnais, puis je pense que beaucoup de mémoires vont se questionner sur cette idée d'une liste. On disait, il n'y en a pas dans d'autres cas de crimes. On s'est souvent refusé à faire des listes. Et puis, vous nous dites, effectivement, un phénomène technologique qui est maintenant, on fait une capture d'écran et puis c'est fini. Ça dure toute la vie. Donc, j'apprécie beaucoup ce commentaire, je vous le dis, puis je pense que la ministre a noté aussi, c'est quelque chose d'important. L'autre chose, je sais que vous êtes, vous aussi, très cohérent dans vos propos en général parce que on a eu un débat lors de l'adoption du projet de loi 62 et puis vous nous avez rappelé fort exactement que vous êtes bien votre association est bien l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec et que ce qui nous manque encore dans notre corpus législatif, c'est quelque chose sur la neutralité religieuse de l'État et la laïcité. À ce moment-là, j'étais contente d'entendre ça. On en reparlera sûrement peut-être quand arrivera le projet de loi 62. Maintenant, on va parler de cohérence parce que je suis un peu étonnée. Puis je ne suis pas étonnée, mais il y a un point qui m'étonne parce que je suis allée chercher des propos que vous avez déjà eus, vous. Vous disiez, c'est ça, à propos de quand est arrivé les événements autour de la possibilité que l'imam Hamza Chaoui s'installe à Montréal. L'imam Chaoui est un imam qui est fortement contesté et qui a des propos, peut-on les qualifier d'haineux quand il parle de la lapidation, tout ça correct et normal, des choses comme ça. Vous avez pourtant défendu. Vous l'avez défendu comme ceci: We think we're seeing dangerous events, one after the other, where actually the rights of citizens are not respected, no matter what we think about the speech. En français, ça donne à peu près: nous pensons que nous constatons des événements dangereux, alors que nous constatons que les droits des citoyens ne sont pas respectés, peu importe qu'est-ce que l'on pense de leur discours. Alors là, à l'époque, vous défendiez le discours de l'imam Chaoui, que nous, on demandait justement qu'il soit complètement, qu'on ne puisse pas peut-être l'entendre, lui le laisser faire du prosélytisme, qu'il est prenant, mais c'est un discours public. Et puis là, aujourd'hui, vous voulez une loi sur les propos haineux. J'avoue que là, c'est moi qui ai de la difficulté à vous suivre. Monsieur Bazoui. Je suis heureux de pouvoir vous éclairer sur mon point de vue là-dessus. J'ai donné vraiment beaucoup d'interviews en français aussi sur le cas. Et d'ailleurs, dans le cadre de ces interviews-là, j'avais justement expliqué l'importance de pouvoir apporter des modifications à la charte pour pouvoir introduire ce genre de questions, que si on pense réellement qu'il y a eu un appel à la haine et qu'on n'a pas aujourd'hui les atouts législatifs pour pouvoir prendre action, on a le droit de se donner une législation qui parle d'appel à la haine, ce qui manquait et qui rejoignait ce que la Commission des droits de la personne demandait. Maintenant, moi, je ne défends pas les propos de M. Chaoui. Je suis étonné que vous ayez compris ça. Moi, ce que je défends, c'est son droit à être respecté en tant que citoyen. Bon. Heureusement, nous sommes dans une démocratie. Il y a des gens qui tiennent des propos, et d'ailleurs, dans ce que j'ai lu tout à l'heure, les propos répugnants, les propos dégradants, des propos, etc., peuvent être acceptés dans une démocratie et même protégés, aussi dur que ça puisse être. Ils peuvent être protégés dans leurs droits citoyens. Dans le cas de M. Chaoui, à nos yeux, il n'a pas été respecté dans son droit citoyen. On a fait un changement de zonage assez collé, là, un genre de bricolage, on a appelé ça du bricolage démocratique, où on a changé un zonage en nous disant qu'il était dangereux. On n'a jamais attaqué la personne pour des questions de danger. Tout le monde nous dit qu'en fin de compte, ce qu'il dit, c'est pas un appel à la haine, d'après les juristes. Bon. Donc notre réalité, c'est que aujourd'hui, on n'avait pas de quoi contrer, si on avait envie de contrer cette personne-là, et donc on n'a pas respecté son droit citoyen, et quand on demande
aux gens de respecter les droits citoyens des gens, ça ne veut pas dire qu'on défend ce qu'ils disent, mais ça veut dire qu'on défend la démocratie. De la même manière, nous sommes contre la peine de mort. Si demain il y a une personne qui tue des enfants après les avoir violés et qu'on dit ben non, nous on est contre la peine de mort, j'espère que vous n'allez pas comprendre qu'on est d'accord avec la pédophilie. Et, bon. Donc c'est important quand même de faire la différence, surtout que c'est des sujets qui sont très sensibles dans la population. Quand vous savez très bien que dans une association où juste il y a le mot musulman et qui défend le droit des musulmans à être des citoyens à part entière, les amalgames sont infinis. Il suffit de dire qu'on est pour la liberté pour une femme de mettre un foulard, pour que tout le monde nous traite de vouloir imposer la loi islamique sur les Québécois ou des choses de ce genre. Il faut faire attention. Si vous permettez un peu, j'aimerais qu'on échange un peu, M. Boisy. J'aimerais comprendre. Là, vous dites, je défends le droit de ce citoyen à tenir ses propos, et en même temps, vous appuyez cette loi qui vise peut-être, à faire que ces propos ne soient plus sur la place publique. Je veux mieux comprendre ça, ce que vous défendez ou pas, ce genre de propos qui prônent, par exemple, ou si vous êtes vraiment comme moi, mettons, pour le fait que les gens qui prônent la lapidation, les coups de fouet, sont des gens qui prônent des propos haineux qui devraient être couverts par cette loi. Alors vous m'apprenez qu'il prône la lapidation. Moi, je pensais qu'il était d'accord avec couper des mains en Arabie Saoudite, ce qui n'est pas super, hein, mais à ma connaissance, et puis je me trompe peut-être, la question... Non, c'est ça. Mais ayant dit ça, on a des gens dans notre société qui sont d'accord avec la peine de mort, qu'on ne trouve pas super non plus. Hein, bon. Je ne sais pas si super c'est le bon mot, mais reste que la question est qu'à l'époque, on n'avait pas de législation qui puisse l'empêcher de faire ce qu'il veut, et à ce moment-là, il a le droit de faire ce qu'il a le droit de faire. Et donc nous, et vous aussi en tant que députés, tout le monde, je pense, on a le devoir de se battre pour les droits des gens, même ceux qu'on n'aime pas, même ceux qui disent des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, parce qu'on croit dans notre démocratie. Cette personne-là ne semble pas croire dans la démocratie. Nous, on a une responsabilité, c'est de croire beaucoup plus qu'eux, et donc de défendre les droits de tout le monde. Et si, à moins que vous me dites qu'il y avait une loi qui permettait de le contrer, mais s'il n'y avait aucune loi, j'espère que vous aussi, vous allez défendre les droits de ces personnes-là, vous comprenez ? C'est important de défendre à travers tous les combats des droits de la personne, en fait, pas là, justement, on est en train de contrer ces discours-là. Vous comprenez ? Si pour répondre à quelqu'un qui nous dit que la démocratie c'est pas bien, parce que ça peut élire des homosexuels, on dit bon ben, on va arrêter de respecter un principe fort de notre démocratie, c'est que tout le monde est protégé par la loi. Ben en fait ils ont gagné là. Nous on a perdu là. On a abdiqué à cette idée que n'importe quel prédicateur peut nous dire la démocratie c'est pas bien. On va dire ok non c'est très bien la démocratie, mais pour vous allez avoir un peu moins de droits en tant que citoyen. Et c'est un exercice difficile, effectivement. Les gens qui ont beaucoup milité pour le droit des personnes, les premières fois, c'est un peu difficile, effectivement, de combattre la peine de mort pour des gens pour qui on n'a pas la moindre sympathie. Mais par principe, si on croit dans nos valeurs démocratiques, nos principes, à ce moment-là, on doit effectivement, heureusement, je dirais, protéger les droits de tout le monde, même ceux qu'on n'aime pas. J'ai quand même de la difficulté à vous suivre. Je vais vous dire, M. Boisy, par exemple. Moi, je suis élu ici à cette Assemblée nationale, on connaît mon orientation sexuelle. Ça me choque quand quelqu'un, je lève un tollé, quand quelqu'un dit qu'une élue ne devrait pas, avec une orientation sexuelle différente, ne devrait pas être à l'Assemblée nationale. Mais je n'ai jamais demandé à ce qu'il soit sur une liste par le tribunal, jugé par le CDPDJ et sur une liste ensuite, Il y a comme... Et je suis pas fort. Puis le tollé me permet de... Le tollé, fait général, permet à un moment donné, des fois, de se mettre le pas. Ce que je me demande, c'est, est-ce que ce type de discours est haineux ou pas? Là, ça, je ne sais pas. Ce n'est pas inscrit dans cette loi-là. Je ne sais pas si ce type de discours est haineux. Donc, je pense qu'il y a un besoin de clarification. Mais vous dites à la fois que les citoyens, il faut protéger la liberté d'expression, mais en même temps, vous êtes d'accord avec cette loi qui, d'après certains juristes, mais d'après beaucoup de monde, vous allez voir les mémoires tomber, est dangereuse pour la liberté d'expression. Une fois, je suis étonné. Je ne dis pas qu'il faut protéger la liberté d'expression, je dis qu'il faut protéger les droits d'un citoyen quand il y a droit, quel que soit le citoyen. C'est important, je pense que tout le monde... Bon, donc a priori, il avait le droit de dire ce qu'il avait à dire, et donc nous, on se doit, par respect pour nos institutions et notre démocratie et notre état de droit,
de défendre son droit de citoyen à être respecté, et puis il peut être le plus exécrable possible. Il y a des gens, et malheureusement, c'est ça la démocratie, et c'est pour ça que ça marche, c'est parce qu'on est tous ensemble et si lui ne veut pas que les gens qui soient respectés dans leurs droits citoyens, ben nous, notre réponse à ça, c'est plus de démocratie, c'est pas moins de démocratie. Maintenant, est-ce que c'est un discours haineux ou pas? La question qui va se poser à la justice, c'est est-ce que ce qu'il a dit va faire courir un risque à des groupes d'être victimes de la haine? C'est ça la question à laquelle la justice... Moi, honnêtement, je n'ai pas de réponse à ça. Il faudrait voir tout ce qu'il a dit, etc. Je n'ai pas le temps, je vous avouerai. C'est effectivement désagréable de l'écouter. C'est surtout ennuyeux. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'écouter ces vidéos. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de la haine et qui sont vraiment très, très, très ennuyeuses. Maintenant, donc je ne sais pas tout ce qu'il a dit. Vous m'apprenez la question de la lapidation. D'autres questions, c'est de dire, lui, par exemple, il serait d'accord pour le droit en Arabie Saoudite que la justice coupe des mains. Bon. Nous, on pense que les sévices corporels, c'est non. Bon, est-ce que c'est un appel à la haine? Est-ce que ça fait courir un risque à un groupe particulier? Honnêtement, moi, je ne penserais pas. Maintenant, malheureusement, effectivement, c'est une personne que nous, on n'aime pas particulièrement, mais qu'on va défendre dans son droit citoyen jusqu'au bout. Honnêtement, on pense que tous les citoyens ont le droit d'être défendus, et il n'y a pas que lui, je vous avouerai. Moi, ça fait à peu près 15 ans que je milite pour les droits de la personne, et je vous assure que j'ai milité pour les droits de personnes absolument. Et surtout, ne tombons pas dans le raccourci qui explique que, en fait, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit. Je ne pense pas. J'essaie de bien comprendre la nuance d'un propos, là, parce qu'à l'époque, vous aviez défendu son droit de le dire, alors que justement, ce qui soulève le droit de le dire comme citoyen. Non, oui, à l'époque, ce que j'ai dit, c'est qu'il avait le droit de... J'ai pas défendu son droit de le dire, mais j'ai dit explicitement, et vous pouvez aller écouter les vidéos, que donc, il fallait qu'on légifère sur l'appel à la haine si on voulait l'empêcher de dire ce qu'il voulait dire. Donc, explicitement, je défends le droit de quiconque à dire jusqu'à aujourd'hui, encore, malheureusement, de tenir des propos haineux jusqu'à temps qu'on ait la loi. On ne va pas faire des lois sur mesure qui empêchent des gens d'être des citoyens. Et vous pensez, contrairement à d'autres, ça je veux bien comprendre, que les lois fédérales ne couvrent... Puis on l'a vu que c'est assez difficile dans des moments de tension, comme quand il y a des appels à la haine. Moi, je considère que ce sont des appels à la haine, mais ça, à chacun... Ce seront aux juges d'en juger, là, à chacun sa grille d'analyse. J'espère qu'elle sera codifiée un peu. Mais donc, vous considérez que le Code criminel canadien, qui s'applique aux crimes haineux, aux appels à la haine, n'est pas suffisant? Oui, absolument. On pense effectivement que les groupes aujourd'hui vulnérables ne sont pas protégés comme ils devraient l'être, et on est capable aujourd'hui sur des réseaux sociaux d'avoir des pages avec des milliers de followers à expliquer que les Arabes, les musulmans, les Juifs, possiblement, je vous avouerai que je passe pas mon temps sur ces sites-là. Je connais mieux les sites islamophobes, là, ne sont pas des êtres humains. Et comme j'ai dit, je vous avouerai, juste avant de venir hier, notre administrateur a lâché une question pour dire « Donnez-moi quelques captures écran d'appels à la haine que je pourrais pas vous les lire, on en a reçu beaucoup. C'est juste insupportable. Et il y en a des quantités industrielles. Écoutez, j'ai deux fois un chef de mon parti politique a été non seulement victime d'appels à la haine, mais a failli être tué. Alors, de ce qu'on a de ce côté-là comme société, c'est sûr que ce sont toujours des choses les appels à la haine font toujours mal. On a eu, nous, Denis Lortie est venu ici, voulant tuer René Lévesque, et Mme Marois a failli mourir sous les balles de Richard Bain. Donc, effectivement, c'est comment les appels à la haine peuvent entraîner des conséquences chez des gens dérangés. On doit être absolument très attentif à ça comme société. Puis moi-même, je ne peux pas supporter le mépris sur des sites Internet et tout ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment le contrôle sur Internet. C'est fédéral. Une dernière chose, puis j'ai trouvé ça important, j'aimerais ça que vous le répétiez. Donc, l'application de cette loi ne doit pas retarder l'application du plan de lutte à la... excusez-moi, je suis un peu fatiguée, j'ai eu une fin de semaine chargée. Plan de lutte à la discrimination. Absolument. On cite d'ailleurs les deux points qui touchent particulièrement le contexte dans lequel on est, dont un qui devrait commencer en automne. Il y en a plusieurs. Heureusement, le gouvernement s'est donné
j'allais dire des deadlines, des temps, je ne sais pas le mot en français, excusez-moi, mais et il y en a plusieurs qui commencent en automne, un certain nombre qui commencent en hiver, et nous, on va se faire un devoir de faire le suivi, et j'espère que le gouvernement aussi fera le suivi. Merci. Merci beaucoup. Le temps accordé à l'opposition officielle étant écoulé, je cède maintenant la parole au deuxième groupe de l'opposition, la députée de Montarville, pour une période de 10 minutes. Merci infiniment, M. le Président. Bonjour, messieurs. Merci d'être ici. Merci pour le mémoire que j'ai lu en vous écoutant et que j'ai raturé. Et, si je comprends bien, vous êtes plutôt en faveur du projet de loi qui est présenté. Bon. Ensuite, plus loin dans votre document, vous nous parlez aussi d'islamophobie. Je sens ici que ça vous touche naturellement, mais je sens aussi que, et vous me corrigerez si je me trompe, que après tout ce qui s'est passé, tous les événements qu'on a connus, après ces nouvelles, à chaque fois qu'il y a un événement où il y a de la radicalisation, où il y a un jeune qui s'en va ou qu'on retient avant qu'il parte ou qui est parti, il est trop tard. Bon, je sens qu'à chaque fois, les premières victimes de ces histoires affreuses sont les musulmans au premier chef. Alors, et ça, je le comprends. Je comprends très bien ce que vous dites et je comprends aussi que vous nous dites qu'il faut protéger nos minorités qui sont, en l'occurrence ici, on parle des musulmans, dans ce cas précis où on parle de radicalisation et des jeunes qui vont à l'étranger. Je comprends, là, et je partage tout à fait cette chose qui est une grande tristesse. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Alors, pour cette raison, et c'est l'erreur que nous ne voulons pas faire également, pour cette raison, je crois comprendre également que vous tenez de façon très, très, très importante à la liberté d'expression. Dans le projet de loi ici, la liberté d'expression, on y porte certaines atteintes. Nous considérons que c'est pas assez précis et défini, parce que l'objet de la loi étant de vouloir contrer la radicalisation et le départ des jeunes à l'étranger pour le djihad, pour des raisons terroristes, des agendas que nous n'avons pas. Et pour cette raison, si ce n'était que cette raison que nous voulions cerner, et justement laquelle on veut s'attaquer pour que les musulmans puissent pratiquer leur religion en paix, pour justement qu'on ne les mette pas toutes dans le même paquet avec les terroristes. Quand les propos des prédicateurs deviennent de l'endoctrinement qui mène à la radicalisation, alors là, je vous pose la question, que devrait-on faire? C'est une bonne question. Je comprends que la question de la radicalisation est très importante pour vous. Bon. Nous, on a préféré le mot extrémisme violent dans ce document. Il y a beaucoup de gens radicalisés dans notre société et puis on pense que c'est correct. Maintenant, le projet de loi, je ne pense pas, le mot radicalisation ne revient pas. Nous, on fait le lien, ceci étant dit, on fait quand même le lien. D'ailleurs, le gouvernement le fait dans son plan de lutte contre la radicalisation, mais le projet de loi touche principalement question d'incitation à la haine et puis ensuite de protection de la jeunesse. La question qu'on se pose, nous, c'est comment ça se fait qu'il y a des jeunes Québécois, donc des jeunes qui sont nés ici et qui ont grandi ici et qui sont allés à l'école ici et qui décident, dans un âge très jeune, 18, 19, pratiquement adolescent, là, de prendre l'avion et de partir combattre dans une guerre qui n'est pas la leur. C'est assez effrayant. Bon, pour les parents, c'est effrayant. Pour eux, vont vivre des choses horribles, c'est effrayant. Pour la société, c'est effrayant, et on comprend. Bon. Maintenant, c'est pas parce que c'est effrayant qu'on ne peut pas y réfléchir d'un point de vue rationnel. Et donc, ces jeunes-là ne se sentent pas québécois. Ils se sentent faire partie d'un genre de fantasme, d'un groupe religieux totalement extrémiste qui est dans une guerre où il y a plein d'intérêts étrangers, etc. Et donc il y a 3 raisons principales pour lesquelles les jeunes vont là-bas. Il y en a une, c'est qu'ils ne se sentent pas
québécois. Donc le rejet, le racisme, l'islamophobie, le fait de voir la discrimination, etc., voir que son voisin d'école a plus de chances que lui dans la société qui jusqu'à là, il sentait qu'il en faisait partie, il a l'accent québécois, c'est assez impressionnant. C'est pas des immigrants, c'est des gens qui sont nés ici. Bon. Ça d'un côté. D'un autre côté, il y a la question de la justice internationale. Ici, dans ce Parlement, on n'y pourra pas grand-chose. Hein. Bon. Un étage plus haut, au fédéral, il pourrait ne pas être d'accord avec beaucoup de crimes qui peuvent se faire dans le monde, mais reste qu'il y a cette volonté de lutte, et il ne faut pas minimiser ce côté-là où il y a des gens qui y vont parce qu'ils veulent sauver des vies, parce que l'armée de Bachar al-Assad a tué des centaines de milliers de gens, parce qu'il y a des milices irakiennes qui tuent des gens, et donc pour eux, en partant par exemple pour l'État islamique, le groupe État islamique, ils vont défendre des populations, entre autres, hein, il y a aussi des... Et il y a le facteur religieux sur lequel vous insistez beaucoup, qui évidemment existe. Et donc il y a une idéologie particulière qui est en gros, si on la nomme, c'est le salafisme takfirisme, donc pour être très précis, qui est une idée que ces gens-là détiennent le vrai islam et qui se donnent le droit de décider qui est musulman et qui l'est pas. Et d'ailleurs c'est pour ça que l'extrême majorité des morts de ces groupes-là sont musulmans. Parce qu'eux, ils décrètent que le musulman d'à côté n'est pas musulman et donc on a le droit de le tuer. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à ce qu'un jeune rentre dans cet engrenage-là, déjà, il est très tard dans le processus. Et effectivement, il y a des questions d'intelligence, donc de services secrets, etc., qui doivent sauver la société des attentats, des attaques armées, etc. Ayant dit ça, ce qu'on propose, c'est de travailler sur la prévention, donc c'est les raisons qui font que les gens vont aller vers ce discours-là. Parce que vous comprenez que si on arrête un prédicateur, ces gens-là sont avides. C'est-à-dire que si je ne me sens pas québécois, que je me sens attaqué dans mon identité religieuse musulmane, on continue depuis à peu près 2007, c'est le seul sujet de conversation qu'on peut voir, et que donc je me dis, ok, je ne fais pas partie de cette société, je vois des bombes, des gens mourir, etc. Je veux faire quelque chose, j'ai 18 ans, je veux faire quelque chose de ma vie, mais ce prédicateur-là est plus là, je vais en trouver un autre. On ne règle pas le problème. C'est-à-dire qu'il va falloir que, malheureusement, qu'on enlève tout le sensationnalisme derrière et qu'on voit ces gens-là comme des êtres humains qui sont passés effectivement par rapport à un processus de radicalisation. Mais le processus de radicalisation, il n'est pas avant tout religieux. Il est avant tout processus. Le religieux, c'est la dernière pointe. C'est une fois qu'on est arrivé au bout du processus où on ne se sent pas québécois et on veut de la justice, qu'on se dit dans quel groupe je vais me sentir bien. Un peu comme les gangs de rue chez les Noirs, où on n'est pas né dans une gang de rue. C'est-à-dire qu'on arrive dans le gang de rue parce qu'on en est arrivé là dans un processus de vie où si on décide d'enlever un chef de gang de rue dans un quartier, mais c'est pas vrai qu'il n'y aura pas un gang de rue le lendemain. Là. On n'est pas en train de régler le problème. Mais c'est en réglant des problèmes de racisme, de discrimination, d'inégalité sociale qu'on va réussir à contrer ce phénomène. Tout à fait d'accord avec vous sur cette portion. Tout à fait d'accord également, mais je crois qu'il faut travailler sur plusieurs tableaux. Entre-temps, avant que ce problème de racisme, de discrimination, de manque d'emploi soit réglé, d'intégration, parce qu'il faut travailler là-dessus, vous avez tout à fait raison. On fait quoi? Du prédicateur qui, entre-temps, continue à recruter et à envoyer des jeunes. Je vous remercie de me relancer parce qu'effectivement, il y a un point important que j'ai oublié. Il y a une question d'encadrement de ces jeunes-là. Bon, ces jeunes-là ont un besoin de se sentir parmi les leurs acceptés. Aujourd'hui, il y a des groupes communautaires qui travaillent très très fort là-dessus, qui travaillent à expliquer aux jeunes que l'islam, ce n'est pas tuer un musulman à côté. Il y a des groupes aujourd'hui à Montréal et à Québec d'ailleurs, des groupes de musulmans qui, avec très très peu de moyens, essayent de faire des conférences sur l'importance de s'engager dans la société québécoise, essayent dans les prières de vendredi, de expliquer, etc. Et il y a une réalité, c'est que, en fin de compte, il y a des groupes religieux qui peuvent être même conservateurs, qui sont nos alliés, parce que eux, ils peuvent aller chercher justement la fin de ce processus-là, que des associations comme la mienne et encore moins des institutions comme la police ou même des centres ou je ne sais pas quel truc institutionnalisé, eux, ils peuvent aller les chercher dans un cadre qui n'a rien à voir ni avec la sécurité, ni avec des questions donc de police. C'est vraiment dans un cadre communautaire. Donc s'il y a quelque chose à faire, c'est d'investir et de ne pas couper dans des questions, dans des quartiers sensibles, effectivement, pour que ces jeunes-là se retrouvent entre jeunes, à l'aise, se retrouvent à vivre et leur identité religieuse musulmane et leur identité québécoise, quitte à accepter un discours religieux qui souvent, effectivement, peut être conservateur, mais est très loin, à des kilomètres de lumière, d'un discours violent. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup. Merci de votre contribution, M. Hacham, M. Boisy. Et j'espère que je n'ai pas trop déformé votre nom durant nos entretiens. Donc, la Commission ajourne ses travaux à demain, mardi le 18 août 2015 à 10 heures, afin de poursuivre les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 59. Merci beaucoup.